je vous donne la parole avec une question de lancement. Est-ce que pour vous, le local a un prix et est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix pour manger local? J'ai envie de partir sur cette question. C'est toujours difficile de se lancer au début. Emmanuel, tu n'as pas ton micro. D'accord. Donc, moi, je vais me lancer. Je pense que les deux films qu'on vient de voir ont tout résumé. C'est-à-dire que d'un côté, je pense qu'effectivement, tout à l'heure dans le sondage, on a vu plus de 80% de gens aspirer à manger local. Bon, après, on reparlera, je pense, de la définition de ce qu'est un local dans un cadre aussi de sécurité alimentaire, de souveraineté, de réchauffement climatique, etc., qui permettra pas de tout faire. Mais très clairement, je pense qu'on a tous une envie de consommer effectivement des produits le plus locaux possible, fabriqués par des gens qui travaillent en France, qui payent leurs taxes sociales en France, leurs impôts en France, etc. Ensuite, est-ce que c'est quelque chose qui est abordable? Il y a aussi des gens qui aujourd'hui n'arrivent pas forcément à joindre les deux bouts. On a une précarité qui monte en France de façon extrêmement importante. Et quand on est devant un acte d'achat, eh bien, il y a ceux qui effectivement se disent j'achète français parce que voilà, je suis patriote et j'ai compris en fait finalement la logique économique du produit ou finalement j'achète le moins cher. Et tout à l'heure, l'exemple des fraises était flagrant parce que on a eu pendant cette crise Covid un appel à acheter français au mois de mars, mars, avril, mai. Tout le monde disait on va manger de très bonnes fraises françaises, etc. Et puis très rapidement, les fraises espagnoles sont revenues et quand elles sont revenues, les gens se sont jetés dessus. Donc moi, je suis un Français qui est très conscient qu'aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que tout ça, ça joue ensuite sur nos filières, etc. Moi, j'essaye au maximum d'acheter français dans la mesure où on me le dit. Ça, c'est le problème de l'étiquetage et c'est le problème aussi de l'information consommateur, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des produits sur lesquels ça vient, mais vous avez vu qu'un certain nombre de grands groupes d'ailleurs se battent pour qu'on ne puisse pas afficher forcément l'origine du produit, bien, pour des raisons qu'on comprend. Mais ensuite, il ne faut pas non plus nier la compétitivité qu'on a. Et je pense que la vraie problématique, c'est celle que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de poser au ministre de l'Agriculture, c'est de dire à un moment, si nos produits sont trop chers, il faut se poser la question de pourquoi ils sont trop chers. Est-ce qu'ils sont trop chers parce qu'on travaille mal? Dans ce cas-là, c'est à nous qu'il faut effectivement revenir. Est-ce qu'ils sont trop chers parce que notre coût du travail est trop élevé? On l'a vu, on parle bien de coût du travail et pas de salaire. On a vu tout à l'heure ce que ça pouvait donner. Est-ce qu'ils sont trop chers parce que nos impôts, nos taxes, etc., aujourd'hui, portent justement sur la production et pratiquement plus que sur la production? Et dans ce cas-là, il faut bien un moment qu'on arrive à aussi avoir nos obligations, nos collectivités locales, etc. Est-ce qu'ils sont trop chers parce qu'on est en surréglementation? C'est ce qu'a dit la dame sur les fraises, en disant il y a des produits qui sont interdits en France et pourtant on autorise les produits en termes de consommation en France. C'est ce que dit Eric Thirouin quand il dit demain on consommera ce qu'on nous interdit de produire. C'est toutes ces problématiques-là qu'il faut aujourd'hui lever et qui va bien au-delà de simplement la conscience personnelle qu'on peut avoir, qui est importante, parce que quand on a le choix, eh bien, je pense qu'il faut manifester ce choix, et je sais que les consommateurs le font de plus en plus. Après, il y a aussi des réalités économiques qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours simple, particulièrement dans les périodes dans lesquelles on vit, de faire ces choix. Voilà un petit peu ma vision. Merci Emmanuel. Qui veut prendre la suite? Je veux bien, j'y vais. Donc, consommer local, oui, là je rejoins Emmanuel. Est-ce que c'est vraiment du local? Parce que justement, hein, le gentil petit cochon, j'ai adoré le périple du cochon, quoi. Moi, que le cochon soit breton pour qu'ensuite il passe par l'Espagne pour être abattu par des Danois qui ont fait venir de la main-d'œuvre de Pologne, je raconte n'importe quoi, mais en grosso modo, c'est presque le schéma. À un moment donné, voilà, c'est de la transparence. Moi, je veux bien manger local, mais il faut que ce soit réellement local, et que ce soit réellement français, et que ce soit français de A à Z, et pas juste, ça a été produit ou emballé ou transformé en France, quoi. Un vrai local, un local complet. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Barbara, et j'en profite pour rebondir parce que ce que j'allais dire, c'est que moi, pour le coup, j'ai pas de problème euh, à, à payer un peu plus cher quand, par exemple, je vais au marché. Parce que là, non seulement je sais que c'est local, mais je sais exactement le circuit, parce que je peux parler directement avec le producteur, je peux savoir l'histoire du produit, et dans ces moments-là, ça ne me dérange pas de payer plus cher. Par contre,
s'il s'agit de fraises au supermarché qui viennent de France et d'Espagne et de voir que nos fraises, elles valent 3 fois plus cher, alors qu'on n'est même pas sûr du circuit, comme l'a dit Monsieur Vasquez, c'est un peu compliqué. Merci Sophie. Philippe, tu veux intervenir? Quand tu veux, J'attendais parce que si on est expert, enfin, si on veut après réagir, juste sur les marchés, il n'y a pas que du local. Il y a beaucoup de revendeurs aussi, hein. Il y a effectivement des producteurs qui sont producteurs, qui vendent, mais il y a beaucoup de revendeurs, hein. Donc, il faut aussi se méfier. Et souvent, ça peut être mis aussi d'une cachette dans une autre pour la proximité. Donc, Est-ce que tu crois qu'on peut acheter des fraises espagnoles sur le marché alors bien qu'on croit qu'elles sûr, sont françaises? mais bien sûr, il y a beaucoup de revendeurs sur les marchés. Enfin, non, moi je ne fais pas beaucoup du marché, mais l'autre jour j'en ai fait un et alors je connaissais un peu les locaux, donc il y avait quand même des producteurs locaux, mais pas que. Mais il y a quand même une obligation de dire si elles viennent de France ou si elles viennent d'Espagne, même sur un marché. Oui, mais si la question n'est pas posée, c'est pas un souci. Le consommateur pense que c'est local alors que ça vient du monde entier. Il ne faut pas rêver. D'accord. Je vois Harold. Vas-y, Harold. Je prendrai la parole après. Oui, Arnold, moi je voulais simplement dire quand même, on a une législation sur les fruits et légumes, sur l'origine qui est bien faite, hein. On n'a pas ça dans les autres produits, on n'a pas ça notamment dans tous les produits transformés. Mais en fruits et légumes, l'origine, c'est bien indiqué. Après, c'est de la fraude. Et là, vous pouvez toujours avoir de la fraude, y compris avec des producteurs locaux, hein. Merci. C'est ce que je voulais rajouter sur la partie fruits et légumes. Il est vrai qu'il y a les parties fruits et légumes frais, et là, vous êtes sûr normalement de l'origine si vous la demandez. Encore une fois, celui qui veut consommer local, c'est avant tout au consommateur d'aller poser la question. Que ce soit vrai sur un marché, mais c'est vrai aussi dans le rayon. Je pense que les consommateurs, aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils aient peur d'aller attraper le chef de rayon et demander un peu plus en détail ce qu'ils achètent et ce qu'ils consomment. Qu'en fruits et légumes frais, il est vrai que normalement, tout est tracé. Après, les produits qui sont vendus en vrac, c'est difficile de pouvoir communiquer sur le produit en lui-même, sur l'origine, la localisation ou la région de production. Donc voilà, de bien poser les questions aux personnes qui les vendent. Et après, c'est vrai, quand les produits sont emballés, aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir une communicante autour de produits français, de la région dans laquelle il vient, et des démarches qu'on peut y mettre aussi autour. Parce que pour ce qui est des produits que je commercialise aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de cahiers des charges et de démarches dans lesquelles on rentre justement pour montrer qu'en France, on sait produire sain et sûr. Voilà. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive dans les produits transformés, voilà, sur les produits transformés, moi je suis moi-même agriculteur à mes heures perdues ou quand il me reste un peu de temps dans ma semaine. Je fais aussi des légumes, notamment pour une conserverie orléanaise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit ma production ou celle que je peux commercialiser dans mon emploi de salarié, on a des gens autour de moi qui me disent où est-ce que je peux retrouver ces produits-là, et on n'est pas seul décideur, alors que ça parte en transformation. C'est vrai qu'après sur la conserve, aujourd'hui, c'est pas encore tracé comme ça l'est ou ça devrait l'être, et ça va peut-être l'être dans les années à venir sur la viande ou sur le lait. Voilà, il y a des blockchains qui se mettent en place et je pense que tout l'informatique aujourd'hui et les médias nous aident, et les réseaux sociaux aussi, à aller plus loin dans la communication du produit entre l'origine et toute la transformation, à mettre de la transparence dans tout ça. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pas avoir peur de poser les bonnes questions pour vérifier de la traçabilité des produits. Mathis, tu voulais intervenir? Juste, je lance une question un peu piquante. Est-ce que c'est normal que ce soit le consommateur qui doive demander, ou est-ce que ce ne serait pas normal plutôt que chaque producteur, enfin, que on sache automatiquement d'où viennent les produits? Mais Mathis, je te laisse intervenir, pardon. Oui, pour répondre déjà vite fait à cette question, oui, je pense que déjà il faudrait que ce soit clair. Enfin, souvent, par exemple, donc, certes, quand on va sur un marché, généralement, il y a quand même marqué pour un légume, l'origine, il y a quand même marqué, mais le problème, c'est aussi tout ce qui est produit transformé, où là, en fait, l'origine, elle passe totalement à côté. Et en plus, quand on est dans une grande surface, on ne peut pas demander, enfin, on n'a personne à qui demander de quelle origine c'est. En plus, on sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de fraude. Enfin, par exemple, on voit souvent je vais prendre un exemple, un pot de miel, on voit apiculteur de telle région, et quand on regarde,
l'origine du miel est marqué miel, origine Union européenne ou hors Union européenne. Et en fait, voilà, parfois, c'est complètement flou. Et puis, je voulais aussi exposer quelques problématiques. C'est manger local, c'est bien, mais le problème, c'est que tout ne pousse pas forcément autour de chez nous. Donc, ça pose aussi des problèmes. Enfin, du coup, ça pose des définitions de qu'est-ce que c'est que local exactement. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on a souvent des monocultures. On a des régions qui sont vraiment spécialisées dans telle ou telle culture. Donc, c'est compliqué aussi de manger de tout de façon locale. Et puis, je vais encore exposer un problème. C'est par exemple, si on a du bœuf de la ferme d'à côté. Donc, effectivement, le bœuf, il est local. Mais si le bœuf, il est nourri avec du soja qui vient du Brésil, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment local? Parce que l'impact écologique, il n'a rien à voir s'il est nourri, au foin qui vient forcément généralement de la production locale ou du soja qui vient du Brésil, qui a entraîné la déforestation et qui est un désastre pour la biodiversité et pour le réchauffement climatique. Donc, il y a beaucoup de questions. Donc, on se concentre souvent sur la dernière étape. Effectivement, c'est le bœuf, il est élevé ici, ou bien le produit, il est transformé en France. Mais du coup, on perd en fait toutes les étapes d'avant. Et c'est souvent là qu'il y a le plus d'impact aussi au niveau, par exemple, écologique. Merci Mathis. Est-ce que Philippe Gutzmann veut rebondir? Oui, je veux bien. Bonjour à tous. D'abord, la première chose que j'ai envie d'évoquer en partant du consommateur, c'est de rappeler, et le fait même qu'il y ait cette réunion le démontre, c'est que l'appétence des Français pour les produits locaux est en forte hausse. Alors pas depuis un an, hein, c'est pas depuis la crise, ça fait une bonne dizaine d'années que cette tendance est haussière de façon significative. C'est vrai que l'année dernière, on a eu une forme de prise de conscience liée notamment au premier confinement. C'est très bien qu'on ait eu cette prise de conscience, même s'il était un peu irrationnel, parce que finalement, on a manqué de rien. Mais bon, en tout cas, il y a eu une prise de conscience. Et on a quand même 60% des foyers aujourd'hui qui achètent plus de local qu'avant et qui ont l'intention d'augmenter leur consommation de local. Maintenant, on va questionner après, c'est quoi le local? Mais juste pour poser deux, trois éléments, et ils nous disent surtout local pour le soutien à la production, le soutien à l'économie. Donc, il y a eu cette prise de conscience qu'il y avait un rôle, que le consommateur a un rôle finalement dans la préservation d'écosystèmes territoriaux. Je le dis comme ça fait un peu pompeux, mais c'est un peu cette idée-là qu'il y a derrière. Ça me paraît important. Pour autant, ce n'est pas du tout homogène sur le territoire national. Et ça renvoie à ce qui vient d'être évoqué à l'instant. Le niveau, alors je suis moins sur les produits agricoles parce que c'est très compliqué à mesurer, mais quand on le mesure, il y a des instituts d'études qui font ça, sur le poids des PME dans l'activité, pour le coup, de la grande distribution, mais ça fait à peu près 80% du marché, donc c'est probant. La différence de poids des PME dans ce marché, qui sont essentiellement locales dans ce mode de calcul, est énorme. C'est que ça va de certaines régions où on est à moins de 8% à des régions où on va flirter avec les 30%. Et donc, ça renvoie à cette question de la disponibilité de l'offre. Toutes les régions ne sont pas égales aujourd'hui sur la diversité d'offres proposées. Et je vais rajouter un deuxième facteur qui nous renverra ensuite à c'est quoi le local. C'est un facteur culturel, sur les cultures alimentaires, sur l'histoire. Les deux régions, je raisonne un peu à l'ancienne, là, sur d'anciennes régions, les deux régions les plus fortes sur la consommation de produits locaux sont évidemment la Bretagne et l'Alsace. Mais là, je raisonne bien sûr sur des produits par ailleurs transformés, industriels. C'est là où il y a un tissu de PME puissant, fort, et qui ont su cultiver une identité. On pourra en reparler, mais ça me paraît très important de regarder pourquoi il y a des régions qui manquent aujourd'hui d'identité régionale et peut-être de diversité de culture. Mais je voudrais juste terminer mon propos là sur une question et un commentaire. D'abord, il faut quand même qu'on se questionne sur pourquoi le local. C'est bien de se dire on veut faire du local, mais pourquoi le local serait-il plus vertueux que ce qui n'est pas local? Parce que ce n'est pas aussi évident que ça, ce n'est pas aussi intuitif que ça. Il y a beaucoup de produits locaux qui ont des bilans carbone absolument épouvantables, alors que des produits qui viennent de loin peuvent avoir un bilan carbone tout à fait bon si on est sur le sujet du carbone. Mais il y a d'autres sujets. Donc c'est une question qu'il faudrait, je pense, poser. Et vous posez aussi la question de la valeur ajoutée. Souvent, quand on dit produit local, on renvoie à l'origine de la matière agricole, hein, d'où vient le lait, d'où vient la viande. Ben, moi, je ne disconviens pas de ça, hein, je suis tout à fait d'accord, mais il y a un point qui me paraît important, c'est la valeur ajoutée industrielle.
Parce que les savoir-faire industriels, qui sont souvent issus de recettes, de traditions et autres dans certains territoires, sont très importants. Il y a des endroits où la matière première peut ne pas venir de la région, et pour autant, on a une culture, un savoir-faire qui est bien de la région, et ça doit aussi s'apprécier. Donc, il y a une question là-dessus. Je terminerai sur ce qu'a dit Emmanuel Basnex tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le grand sujet. Mais pourquoi, la question, c'est pourquoi un produit local, dont on va supposer là qu'il est a priori plus vertueux, hein, je vais partir de ce postulat, pourquoi un produit local serait-il plus cher? Pourquoi? Alors évidemment, Emmanuel l'a dit, hein, il y a des problèmes. En fait, on est sur une filière agroalimentaire qui, du début à la fin de la chaîne, est très peu délocalisée, et donc elle prend en pleine figure tous les dysfonctionnements nationaux au niveau du poids de la dépense publique, des charges, beaucoup plus que d'autres filières qui délocalisent très facilement. Donc c'est extrêmement lourd. Et pour parler de la fraise, ce qui est intéressant, je trouve, ce n'est pas de dire que la fraise est 3 ou 4 fois plus chère qu'en Espagne. Bien sûr, c'est intéressant, mais ce qui est plus intéressant, c'est de se demander par rapport au salaire d'un Espagnol ou au salaire d'un Allemand si on était en Allemagne. Eh bien, je l'avais fait le calcul fin avril l'an dernier, donc je vais le refaire là quand on sera enfin un peu comparable. Mais une fraise premier prix en Espagne ou une fraise premier prix en France, eh bien, pour un Français, il fallait qu'il travaille 2,7 fois plus de temps au SMIC qu'un salarié espagnol. Et ça, c'est très interpellant. Ça veut dire que pour le même temps de travail, un Espagnol pouvait se payer 2,7 fois plus de fraises de chez lui. Alors certes, avec des serres chauffées, mais à 2,7 fois, il pouvait sans doute avoir des fraises espagnoles pas chauffées sous des serres. Vous voyez, tellement l'écart est élevé. Et on a quand même aussi un problème, à mon sens, de concentration ou d'organisation du tissu agroalimentaire français, où on est classique, c'est comme dans tous les métiers en France. On a des très grands groupes mondiaux qui ont une capacité mondiale, et on a un énorme tissu de PME. Et au milieu, on a une grande faiblesse en France dans tous les métiers d'une insuffisance du tissu des ETI. Mais je dirais pareil dans le monde agricole, d'entreprises qui sont suffisamment puissantes, sans être énormes, pour être localement fortes et capter et maintenir la valeur ajoutée dans les territoires. Là où l'Allemagne et l'Italie sont extrêmement puissants, et nous, il y a très peu d'ETI, enfin Emmanuel pourra en parler 100 fois mieux que moi, il est directement concerné, il n'y en a pas assez en France. Et ça, c'est un énorme sujet si on veut faire du local. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite? Alain? Je voulais réagir. Je voulais réagir. Je pense qu'on confond local et artisanal. Artisanal, petite unité et grande unité. Un agriculteur un maraîcher, je vais prendre le maraîcher parce que c'est assez anecdotique. Le maraîcher qui a 1, 2 ou 3 hectares de légumes aura un coût de production très haut parce qu'il ne sera pas équipé pour diminuer le temps de main-d'œuvre, il ne sera pas équipé pour diminuer la pénibilité, pour irriguer, voilà. Et par rapport à un producteur de légumes de plein champ qui va faire plusieurs dizaines ou d'hectares de la même culture, où là, il pourra acheter des machines qui vont biler les oignons, des machines qui vont, alors que ce soit en bio ou conventionnel, hein, les deux, et qui aura un coût de production en fait au kilo produit bien inférieur à un maraîcher qui va lui faire sur des petites unités avec une trentaine de cultures de production différentes. Donc là, ça a été souligné dans le film tout à l'heure, mais c'est pareil pour les produits animaux, hein. Si on élève quelques porcs, on va passer beaucoup de temps au kilo de porc produit que si on a une porcherie comme on a vu en Allemagne, mais bon, en France, il ne faut pas avoir honte. Moi aussi, j'avais des porcs avant. Pour la pénibilité, pour plein de choses, bien, on a augmenté le nombre de kilos produits par exploitation. Ça nous permet d'avoir un revenu et effectivement d'avoir un produit alimentaire qui ne soit pas trop cher au final et accessible aux consommateurs. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas confondre les deux. Et on peut acheter de la fraise, ce n'est pas industriel, hein, c'est de la fraise qui sera faite, on l'a vu tout à l'heure, sur des chariots, etc., où là, à la hauteur, ce n'est pas lié au sol. Mais le problème, c'est qu'on diminue la pénibilité quand c'est à hauteur. On est sur des substrats, effectivement, où on apporte aussi bien l'eau au goutte à goutte, on apporte que ce qu'il faut. On a moins de problèmes en plus sanitaires quand c'est surélevé, mais ce n'est pas lié au sol. Mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. Mais on produit de la bonne fraise aussi. Moi, j'ai mes copains Sologno qui font de la bonne fraise qui est en jardin suspendu, on appelle. Donc voilà, il faut arriver. J'amène le débat parce que c'est important. Je pense que c'est important par rapport au prix. Si le consommateur veut
que ce soit le petit artisan du coin qui est à 10 km de chez lui, qui est ses 2 ou 3 hectares de légumes, il faudra payer le prix. Sinon, on ne pourra pas le conserver. Quelqu'un veut rebondir? Il y a pas mal de mains levées. Alain? Ah, il n'y a pas le micro, Alain. Ça va aller mieux là. Ouais. Donc vous allez entendre ma grosse voix. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on mélange à la fois les notions de proximité et les notions de coût, ça devient très perturbant parce que globalement, si on pouvait faire des choix en dehors de critères financiers, enfin simplement sur des questions de proximité, sur des questions de bon sens, en disant a priori, on a besoin de se nourrir. On va tenter de donner la priorité à tout ce qui est produit localement, le plus près possible, parce que c'est logique, parce qu'a priori, il y a certainement la qualité. Et puis, il faut qu'on s'organise pour le faire, mais pour le faire, il faut être dans une transparence totale. Alors qu'en fait, là, on voit bien que tous les débats débouchent toujours sur de la vertu qui n'existe pas, finalement. La vertu de la transparence n'existe pas. Qui a envie de faire de la transparence? Si tout le monde avait envie de faire de la transparence, si tous les produits étaient étiquetés et caractérisés de façon très claire, ben là, les usagers pourraient faire leur choix. Ceux qui ont envie de payer un peu plus cher le feraient, ceux qui ne veulent pas feraient d'autres choix. Mais globalement, il y aurait des flux qui s'organiseraient simplement sur ces critères-là. Il faudrait qu'il y ait de la transparence. Actuellement, sur les étals, sur les marchés, quand on achète, on ne sait pas ce qu'on achète en fait. Et puis, quand on voit la perversion qu'il y a dans l'étiquetage, c'est-à-dire dans l'étiquetage, moi, je pense que normalement, on devrait voir apparaître en gros toutes les choses les plus importantes et en tout petit même, enfin, à la limite, le tout petit pourrait ne pas exister. Qu'on ne garde que les gros caractères, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut savoir d'où ça vient, enfin, les quelques typologies principales. Là, on met dans de l'étiquetage des tas de choses que personne ne lira jamais. Bon, il faut faire des progrès dans la clarté. Si on est plus clair, les gens pourront se déterminer. S'ils se déterminent, ben, l'ambiance actuelle où finalement je pense qu'on a tous envie de se nourrir un petit peu plus avec des produits locaux, elle s'installera. Et puis là, chacun gérera son budget à sa façon. Mais si on mélange les notions financières et puis les notions de choix, je pense que je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Merci beaucoup, Alain. Merci. Barbara, et puis il y a Eric aussi qui avait levé la main. Oui, bah, moi je rejoins un peu Monsieur Gutzmann. C'est manger local, oui, mais le local ça va plus loin que ça et c'est plus loin que l'agriculture aussi. On en revient aussi un petit peu au choix de société, c'est-à-dire que quand on produit local, qu'on transforme local, on a de l'emploi local aussi. Et il faut sortir un petit peu aussi, je trouve, de cette dichotomie du tout petit. Enfin, ce que moi j'appelle tout le temps et que j'arrête pas d'appeler Martine à la ferme, on oppose un petit peu cette très grosse agriculture, un petit peu comme on oppose aussi les PME et les très grosses entreprises. En fait, comme il disait, il y a de la place au milieu. Il y a des savoir-faire industriels qu'on avait en France. Moi, j'habite à côté de l'Alsace, hein, donc je sais. Et on peut être fier de ça aussi. C'est aussi ça, être local. C'est produire localement, avoir un savoir-faire local qui fait qu'on crée de la valeur ajoutée aux produits sans qu'il soit forcément plus cher. Et là, je rejoins aussi pourquoi le local devrait être plus cher. Après, il y a effectivement le problème de la notion de coût, où là, je rejoins Philippe, qui est, quand on est tout petit, forcément, on a des coûts beaucoup plus importants. Quand on est moyen, ça va déjà un peu mieux. Et quand on est gros, bon, là, ça se complique parce que ça va tellement mieux que du coup, ça va pas bien pour certains autres. Mais ça, c'est un autre débat. Par contre, là où je suis entièrement d'accord, c'est que sur les structures intermédiaires, si vous créez de l'emploi, si vous créez de la dynamique, s'il y a tout ça, forcément, il y a de la valeur qui se crée. Et il ne s'agit pas que de prix ou de coût, il y a de la valeur qui se crée et qui se redistribue. Et c'est ça aujourd'hui qui manque et qu'on a un petit peu perdu et qu'il faut retisser. Enfin, à mon sens, et c'est ça le local aussi pour moi. Merci beaucoup, Barbara. Eric. Et alors, on a bien compris les vertus du local qui peuvent être générées par une meilleure proximité, une meilleure connaissance du produit et du producteur. Il n'en reste pas moins vrai qu'au même titre que le bio, 80% ou 75% dans les derniers tests, des gens voulaient du bio, mais 75 ou 80% n'achètent pas le bio. Donc, il faut revenir aussi à des choses qui sont
qui sont la réalité concrète, oui, le produit de proximité, de par le volume fabriqué qui reste restreint au regard des charges, est déjà plus élevé. C'est un constat. Après, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que demain, on acceptera de ne plus avoir d'agriculture et d'offres locales de proximité ou françaises et va-t-on être obligé d'acheter à l'extérieur? C'est ce choix-là qu'il convient de porter sur la table et d'essayer, alors pas que nous, hein, mais aussi au niveau national, voire au niveau européen, de savoir ce que l'on va pouvoir préserver pour pouvoir se nourrir correctement avec des critères qui seront les nôtres. Parce qu'on pourra toujours demain dire je ne veux pas d'OGM, je veux pas de. Mais si on n'a plus de producteurs et de produits, on pourra juste l'exprimer, mais malheureusement, il faudra bien manger. Sur le local, moi évidemment, ce n'est pas un terme que j'apprécie. Je parle toujours de meilleure proximité possible par rapport au bassin de production en France et par rapport à la saisonnalité. Et donc, effectivement, des abricots à Orléans, je ne vais pas en trouver, mais je peux essayer d'en trouver le plus près possible par rapport à mon besoin et par rapport au lieu de restauration. C'est plutôt dans ce raisonnement-là que j'essaye de faire mes achats, plutôt que systématiquement d'aller chez un producteur local, parce que effectivement, le local n'est pas forcément signe de qualité. Hein, ça ne garantit pas d'une certaine qualité. Alors, il y a d'autres choses qui ont été abordées et évidemment pour nous c'est un vrai problème. Autant sur les produits bruts, et ça a été dit tout à l'heure, aussi bien sur la viande que sur les fruits et légumes, en France, on est en termes de traçabilité très performant, très très performant. Avec la loi Egalim, on est même obligé effectivement d'afficher l'origine des viandes, quelle qu'elle soit. Donc nous, on le fait tous les jours et sur toutes les viandes, pas uniquement sur les bovins, comme le disait la loi. Donc, sincèrement, c'est là aussi où on voit le choix ou pas des mangeurs, hein, puisque c'est le convive aussi qui doit aussi être acteur de son alimentation. Donc, sur la traçabilité produits bruts, parfait. Sur les produits transformés, évidemment, on a des vrais problèmes de volonté de transparence et de sincérité des produits. Je prends par exemple, si j'achète des lasagnes en boîte, qu'est-ce que je dois mettre sur la boîte? Est-ce que c'est la viande que je dois mettre l'origine, la pâte, la sauce tomate? En termes de réglementation, aujourd'hui, on est incapable de mettre en œuvre ce genre de transparence parce que la majorité des produits, enfin, il y a des produits tellement complexes et des produits transformés tellement complexes que la liste des origines serait nécessairement très difficile à trouver. Il y a même parfois des produits français qui vont en Italie et qui nous reviennent sous forme de lasagne. Je veux dire, c'est un peu cascadien des fois. Voilà, donc des vraies difficultés au niveau de l'Europe pour effectivement avoir des fausses concurrences, enfin des concurrences déloyales sur les charges. Donc voilà, la vraie question à se poser, c'est que voulons-nous en termes d'alimentation et qu'est-ce qu'on met dans le panier, si je puis m'exprimer ainsi. Merci beaucoup. Merci Eric. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Philippe, tu... Oui. Vas-y. Oui, je voulais rebondir, donner l'occasion là avec l'intervention précédente. On a parlé d'origine. Il y a effectivement une législation qui évolue, mais qui est encore imparfaite, sans doute. Il y a des initiatives privées qui sont qui se font, qui sont certaines discutables, parfois intéressantes. Je ne vais pas, enfin, on pourra en parler après si vous le souhaitez, mais je ne vais pas m'arrêter à ça. En revanche, quand on parle de ça, on parle de l'origine France. Parce que je n'ai pas vu encore de produits dans les rayons ou sur les marchés avec marqué origine Berry ou origine Périgord, etc. C'est que là, on serait dans un niveau de granularité de l'origine qui est possible sur des produits très locaux, évidemment, mais qui est à peu près ingérable à une échelle nationale. Et je pense, d'une part, au monde agricole productif, hein, pas celui qui est vraiment de destination locale, et au monde industriel qui doit pouvoir, déjà, on a cité tout à l'heure une grande entreprise qui s'est battue sur l'histoire de l'étiquetage des produits laitiers, pour des raisons qui ne sont pas illégitimes, on peut les discuter, mais elles ne sont pas illégitimes. Alors si à l'intérieur du pays, on commence à faire des étiquetages par région, ça va être très compliqué. Non, ce qui me paraît intéressant sur le local, c'est que le webinaire s'appelle « Frontières du local ». Commune, je n'ai plus tous les chiffres, mais c'est commune, département, etc. Moi, j'ai envie d'intervenir sur ça, parce que c'est un truc qui me questionne beaucoup. Moi, j'ai dans mon passé de distributeur, pour ceux qui ne le savent pas,
j'ai beaucoup travaillé sur cette dimension de produits locaux et de chartes de produits régionaux, etc. Et c'est quelque chose qui moi, m'interpelle beaucoup. En fait, j'ai le sentiment qu'on va avoir un peu de mal à s'en sortir parce que la cartographie, la carte administrative du pays ne correspond pas à la réalité. Alors, c'est assez amusant. J'ai une anecdote très personnelle, mais pas très loin de chez vous. Là, il y a peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, en visitant un château de la Loire, je suis reparti avec une carte de France, des royaumes, du royaume de France et comment il s'est constitué, avec toutes les provinces d'Ancien Régime. Ben, vous voyez, en 1790, on a décidé, la Révolution a décidé de créer les départements administrativement. Sur une règle, c'était un chef-lieu et avec en gros un jour de cheval pour aller sur le département. C'était ça l'idée, décision administrative. Dans les années 60, on a créé des régions. En 2015, on a créé des super-régions qui sont des regroupements. Eh bien, tout ça n'a pas effacé l'histoire et la géographie. Parce que le client, le consommateur, lorsqu'il raisonne local, j'ai cité 2 régions tout à l'heure, je vais les reprendre, il peut parler Bretagne, il peut parler Alsace. Alsace qui n'est plus une région, puisque la région, c'est Grand Est. Mais aller faire manger des produits de Champagne, moi je suis alsacien, mais des produits de Champagne ou de Lorraine à des Alsaciens, ce n'est pas possible. Vous avez une région qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes, que je connais bien, j'y ai travaillé. Essayez de faire croire à un Savoyard que le Saint-Nectaire vient de chez lui, ça ne marche pas. Hein. Et donc la carte du local, la carte des origines locales, c'est assez fou, mais c'est la carte des provinces d'Ancien Régime. Nantes est en Bretagne. Non, alors ça fait plaisir à certains et pas à d'autres, mais Nantes est en Bretagne. Quand on regarde la consommation des produits, hein, si on fait une traçabilité, c'est ça. Le Périgord existe. Il n'existe nulle part d'un point de vue administratif. Il est d'ailleurs éclaté entre plusieurs départements et peut-être même plusieurs régions, mais j'ai un doute depuis le changement. Et ça, c'est un point important parce que les outils collectifs dont on dispose pour essayer de promouvoir le local sont des outils, on est dans un pays ultra centralisé, ultra étatisé, qui sont des outils administratifs, les départements, les régions. Et ça ne colle pas, sauf à quelques endroits que j'ai cités, ou anciennement la Bourgogne. D'ailleurs, c'est simple, vous preniez les régions d'avant, quand vous pouviez les prononcer en un mot, c'est que ça a une réalité. Quand vous disiez Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, etc., c'est que ça n'a pas de réalité concrète et ça n'a pas de réalité de consommation ou d'histoire et de géographie. Et ça, c'est un point qui, à mon avis, est très important pour essayer de dimensionner c'est quoi un produit local, qui n'est pas nécessairement une distance. Emmanuel, on ne t'entend pas. Toujours pas. On est là ? Ah, ça y est, ouais. Un micro local. Voilà, donc ouais, moi je suis local là, donc c'est pour ça que c'est du mal à passer. Je pense que tout ce qui a été dit là, je reprendrai 2-3 et puis je rebondirai sur ce que vient de dire Philippe. Effectivement, la problématique des régions. Alors on commence à voir des produits, les produits des Hauts-de-France. Il y a du lait des Hauts-de-France, il y a du lait qui commence à être marqué, mais effectivement, je pense que tu as raison. Il y a des régions qui historiquement sont beaucoup plus marquées que d'autres par des traditions gastronomiques ou des traditions de fromage d'appellation, de viande particulière, etc. Mais c'est effectivement un débat qui est extrêmement compliqué. Ensuite, je dirais que c'est ce qu'a dit Alain. Il y a la complexité du curseur, en fait. J'appellerais ça comme ça, c'est-à-dire mettre sur le local en disant je veux un produit régional. Il y en a qui vont le mettre sur je veux moins de pesticides. Il y en a qui veulent mettre je veux un profil nutritionnel. Et effectivement, on voit arriver en termes d'information consommateur, on a eu le Nutri-Score qui finalement, au bout du compte, n'est peut-être pas une. Enfin, moi, j'ai toujours défendu cette position-là, même si je demandais à ce qu'elle soit aménagée parce que je trouvais qu'elle était, entre autres, on ne tenait pas compte de la portion et c'est ce qui me gênait. Mais derrière, maintenant, on a l'éco-score et puis on voit qu'il y a d'autres tentatives. Il y a la note globale aussi qui fait un peu la synthèse d'un certain nombre de paramètres. Il va bien falloir un moment qu'on statue sur finalement ce qu'on attend. Ou alors, on se fera notre consommation à la carte, c'est-à-dire qu'on rentrera dans un espèce de logiciel. Qu'est-ce qui est important pour nous ? On veut que ce soit du local, on veut que ce soit du non-OGM, on veut que ce soit du sans pesticides, du bien-être animal, etc. au travers de ça. Donc ça démontre tout ce que vous avez dit.
la complexité de mettre un système collectif donc en place avec des individus qui ont des notions qui peuvent être complètement différentes. L'autre point, et ça c'est Philippe qui l'a dit, Philippe Moyot, c'est l'écart qui est entre le traditionnel et puis entre guillemets le sain et durable. Et aujourd'hui, et là encore, quel est l'indicateur qu'on prend? Moi, je me souviens, il y a 3 ans, on n'avait plus de lait bio parce qu'on était en pénurie totale et on faisait venir du lait bio du Danemark. Alors certes, il était bio en venant du Danemark. Bon, j'ai toujours eu un problème parce qu'ils mettent beaucoup moins de temps à faire du lait bio que nous, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout état de cause, moi, je n'ai vraiment pas le sentiment que ce produit, il était à la fois durable pour mon environnement, il était sain pour mon pays, etc. Alors, certes, il n'y en avait pas, mais il y a un moment, est-ce que des produits qui sont effectivement raisonnés sur… alors, est-ce que c'est l'ACV le bon indicateur? Est-ce que c'est… finalement le local, mais un local, moi j'ai du lait Centre-Val de Loire qui part d'Orléans, qui va à Lens et qui revient à Orléans pour aller alimenter le magasin, il s'appelle Centre-Val de Loire. Donc il y a un moment aussi, toutes ces logiques, je pense qu'il faut qu'on remette un élément qui est l'élément du bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on l'a dit maintes et maintes fois dans les aliments engagés, les fraises, ça se consomme du mois d'avril à la fin du mois d'août, et puis après, on n'en consomme pas. Les asperges, et qu'on remette, et on rejoint une des problématiques qu'on a aussi fait, c'est que je pense qu'il y a au-delà de ça un manque d'éducation et de pédagogie des gens par rapport, effectivement, non pas à la qualité de leur alimentation, mais au choix de leur alimentation à certains moments, etc. Et derrière, toutes les notions que vous avez données sur les écarts de prix, elles sont réelles. Puis les porte-monnaies ne sont pas les mêmes pour tout le monde par rapport à ça. Donc, je trouve qu'en vous écoutant, ça ne me rassure pas, quoi, parce que ça montre en fait finalement la complexité de la problématique et de l'approche qu'on peut avoir. Et nous, on essaye de faire bien, mais finalement, qu'est-ce qui est bien avec ces différents éléments? Moi, j'ai toujours été convaincu que de toute façon, on n'arriverait pas à faire le meilleur. On arriverait à faire le plus optimisé, mais pas le meilleur. Merci beaucoup, Emmanuel. Il y a beaucoup de mains levées. Alexandre, est-ce que vous voulez prendre la parole? Ah, on a perdu Alexandre. Mathis? Alexandre est revenu, je crois. Ah. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, comme le soulignait Emmanuel, il y a plusieurs choses. C'est vrai que le local, aujourd'hui, on est tous à même de pouvoir en produire et de pouvoir le vendre comme tel. Nous, la preuve sur des fruits et légumes, aujourd'hui, on sait communiquer la région de production dans laquelle sont produits les légumes en question et on sait l'indiquer sur les légumes, au moins sur les emballages. Maintenant, le problème, et il a été souligné, c'est le problème de la distribution. En face, aujourd'hui, moi, je sais vendre dans n'importe quelle enseigne. Le problème, c'est que l'enseigne en question, elle ne me dit pas où va terminer mon produit. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où si les consommateurs locaux, en l'occurrence des amis autour de moi, me disent où je retrouve les produits demain que nous, on estampille comme ceux du Val-de-Loire, je suis incapable de lui dire si elle va les retrouver dans une grande surface ici sur Orléans, sur un marché, ou bien si elle sera vendue à l'autre bout de la France, parce que ça, c'est les distributeurs qui, de manière quotidienne, parfois nous font livrer à l'autre bout de la France. Donc, l'aspect local, aujourd'hui, sur des produits français, il est avant tout français avant d'être local quand même. Et c'est une notion de filière. Enfin, on en a évoqué un peu tout à l'heure, mais il y a des filières qui sont déjà mises en place. On parle de légumes de France ou d'autres, voilà, mais il y a des filières qui sont mises en place. Et l'importance, pour que tout le monde s'en sorte, le petit comme le gros, malheureusement, c'est qu'il soit inscrit dans cette filière. Ce qui fait que le petit producteur va s'en sortir aussi bien que le plus gros, c'est qu'il sera dans cette filière et qu'il va suivre aussi et être aidé dans ses investissements ou pouvoir bénéficier d'investissements collectifs qu'ont fait ses petits camarades autour. Voilà, le fait d'intégrer des structures existantes. Alors moi, je suis bien placé pour dire ça parce que je travaille dans un statut plutôt coopératif et à la fois sur mon exploitation agricole, je fais très peu, entre guillemets, confiance, notamment pour mes céréales, à des coopératives. Donc voilà, je connais les deux extrêmes, donc je suis bien placé pour en parler. Mais pour tout ce qui est légumes et produits frais, eh ben aujourd'hui, on n'a pas le choix que de passer par des filières quand même structurées pour atteindre et structurer le marché et l'offre qui est en face de nous. Voilà. Après, nous, on a mis en place dans
dans notre société la cultive, des démarches aussi, comme je disais tout à l'heure, pour justement essayer de valoriser tout ce qu'on dit être plus sain et plus sûr pour la santé. On fait partie notamment d'un collectif qui s'appelle Demain la Terre, pour ne pas le citer. Mais voilà, ce sont des démarches qui ne sont pas là que pour dire on va faire demain du zéro résidu, du sans phyto, ou des choses qui sont, il est vrai, très parlantes pour le consommateur, mais qui ne sont pas suffisantes. Dans ces démarches-là, on y met du social, du sociétal, de l'humain. Enfin voilà, il faut que le producteur chez nous, il ait du personnel qui vienne travailler chez lui, qui soit quand même à une certaine distance de son lieu de travail, enfin voilà, du lieu d'exploitation. Il faut que ce soit transformé ou emballé, transporté par aussi, on essaye de mettre le maximum d'intermédiaires locaux et de proximité, et surtout français dans la mesure où on peut le faire. Et ça, aujourd'hui, voilà, ça nous permet aussi de répondre, notamment pour la restauration collective, mais demain d'aller sur des démarches où on peut proposer du produit français au coût le plus optimisé. Ce ne sera jamais le meilleur des coûts pour tout le monde, parce que moi aussi, j'ai des enfants qui vont à l'école et ça m'embêterait de payer trop cher le ticket de cantine. Mais malheureusement, il y a un moment, il y a un coût pour tout. Et c'est vrai qu'entre un concombre espagnol et un concombre français, eh ben, c'est comme la fraise, il y a des écarts de prix. Et ça, il faut être à même de l'accepter si demain on veut construire ces filières et valoriser nos produits, quoi. Mais c'est, comme l'a rappelé Emmanuel, c'est le consommateur avant tout qu'il faut rééduquer. Donc, ça commence par là. Donc, c'est vrai que certains distributeurs ont fait le choix cette année de supprimer la fraise. Alors, c'était un petit peu médiatique, je pense, pendant un mois. Et c'est des choses peut-être sur lesquelles il faut travailler pour éduquer le consommateur. Et que oui, il peut y avoir de la fraise dans le sud de la France qui est dispo, mais que dans le nord, elle sera dispo 2 mois après. L'asperge, c'est le cas. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois que c'est commencé dans le sud-ouest. Ça démarre seulement dans nos régions. Voilà, il y a des aspects régionaux qu'on peut pas tout mélanger. Il n'y a pas qu'une règle possible au niveau national, quoi. Merci beaucoup. Merci Alexandre. J'ai donné la parole à Mathis, après à Arnold et ensuite à Alain. Merci. Ouais, du coup, effectivement, enfin, moi, j'aimerais poser une autre question. Enfin, c'est du coup, pendant très longtemps, en fait, on a fait du local. Pendant la majorité du temps, les choses se faisaient au niveau local. Donc, forcément, tout ne pouvait pas être fait au niveau local. Mais enfin, moi personnellement, là, j'ai 17 ans. Mais je me souviens encore, quand j'étais plus jeune, il y a une dizaine d'années, je me souviens qu'on avait encore. Donc, moi, j'habitais en Alsace, dans un petit village, et où on avait plusieurs agriculteurs. On avait un agriculteur qui avait des vaches laitières, et donc on est directement en fait chercher le lait chez l'agriculteur, on récupérait le lait chaud, donc c'était vraiment de l'ultra local. Mais j'ai vu aussi en grandissant, et encore c'est dans ma toute petite vie de 10 ans, que dans l'espace de 10 ans, j'ai envie de dire, que en fait je vois que l'agriculture industrielle en fait elle a pris le dessus, c'est-à-dire que avant, dans les communes rurales, une grande partie des emplois, c'était aussi l'agriculture. Et on sait qu'aujourd'hui, forcément, tout ça, ça a disparu. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'un agriculteur dans mon village. Et donc, on n'a même pas la possibilité d'acheter ce qu'il produit, parce que voilà, c'est des céréales, etc., qui partent directement. Donc, je pense que c'est important aussi, on en parlait des modes de production, c'est est-ce que une agriculture intensive avec que de la monoculture, mais vendue au niveau local, on peut vraiment considérer ça comme du local? Moi, je pense que ça ne m'intéresse pas. Enfin, je préfère avoir des petits producteurs, et je pense que c'est aussi important du coup de développer les petits producteurs, des petits maraîchers, etc. Pour revenir, c'est pas revenir en arrière, revenir à la lampe à huile ou chez les Amish, comme dirait notre président, mais c'est juste revenir aussi à une espèce de bon sens, et puis à quelque chose de logique en fait. Et du coup, là on entendait parler, Alexandre, de restauration collective. Je pense que c'est un point vachement important. On sait qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter le local, mais la restauration collective, c'est un excellent outil en fait pour consommer local. C'est-à-dire que quand on achète en gros, c'est aujourd'hui que c'est moins cher. Et donc, on parle aussi d'éducation. Donc, si on met beaucoup plus de local dans les cantines, je pense que ça pourrait être très bénéfique. Le problème, c'est qu'effectivement, on l'a dit, ça coûte quand même un peu plus cher d'acheter local. Et donc là, on a 2 choix. C'est soit on fait augmenter le prix du ticket de cantine, soit on essaye de faire diminuer les coûts de l'autre côté. Et aujourd'hui, on est des centaines de lycéens à essayer de se battre pour essayer d'implémenter plus de local, plus de bio, etc. dans nos cantines. Mais ça passe que aussi par limiter, par exemple, d'autres produits qu'on mangerait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle vite fait de ça, si on a de la viande tous les jours à la cantine, on sait que la viande, c'est le produit qui coûte le plus cher. Et donc, si on choisissait, par exemple, dans la restauration collective, de diminuer la part de produits carnés, on sait qu'on dégage de l'argent pour consommer local. Donc, c'est aussi extrêmement important de décider collectivement qu'est-ce qu'on a envie de manger pour pouvoir ensuite définir d'où on veut que ça vienne. Et aujourd'hui, je regrette qu'avec la loi climat qui est discutée, les parlementaires n'aient pas décidé d'implémenter l'option végétarienne quotidienne, par exemple, à la cantine, qui laisse ça que sur la base du volontariat, alors que ça aurait réellement permis d'avoir un grand impact sur le climat, et aussi de débloquer de l'argent pour consommer local
Mais bon, aujourd'hui, nos responsables politiques ne choisissent pas forcément de faire les bons choix. Et donc, moi, je parle en tant que jeune, ben, forcément, ça se répercute sur nous. Et donc, voilà, on est toujours bloqué. On aimerait pouvoir manger local. À la cantine aussi, ils voudraient les cuistots acheter plus local. Mais aujourd'hui, voilà, on nous donne pas la possibilité. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mathis. Merci pour ta conviction à chaque fois qui transpire à travers les ondes. Là, c'est vraiment enthousiasmant. Arnold, je vous laisse la parole. Alors, le local, pour moi, c'est la France. Il me semble que ça a en plus été clairement mis dans le questionnaire, dans les réponses très majoritaires qu'on a données autour de ça. Deuxièmement, on a un problème de compétitivité par rapport à ce qui a pu être cité, là où il y a des coûts de main-d'œuvre. C'est les coûts de main-d'œuvre qui nous pénalisent beaucoup, et donc ça se ressent énormément dans les secteurs fruits et légumes, mais aussi dans les activités de transformation telles que l'abattage qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. C'est là où c'est les points faibles français. Et c'est là où l'intérêt de l'origine, France a tout son ou local. Parce que si on met en avant de la Normandie pour mettre en avant ma région, parce que je ne suis pas d'Alsace, il faut quand même qu'il y ait d'autres régions quand même représentées. Si on met donc en avant une origine France ou une origine locale, derrière, on peut retrouver de la valeur auprès du consommateur, quel qu'il soit. Sur l'histoire fruits et légumes, il y a quelques petites erreurs, je crois, qui ont été dites antérieurement. Sur les fruits et légumes, vous avez toujours l'origine qui est affichée. C'est vraiment quelque chose de très fort et de très ancien. Ça, autant la viande, c'est quelques années, autant les fruits et légumes, c'est plus de 20 ans. Et ça marche avec tous les défauts d'étiquetage qu'il peut y avoir dans tous les magasins, comme nous quand on remplit un papier administratif où on peut se tromper. Bon, quelquefois, il y a des gens moins scrupuleux. Mais théoriquement, il y a tous les moyens pour faire les choses comme il faut. Et là où on a besoin d'un coup de main, et je vois Éric le pêcheur, on a besoin d'un coup de main sur la contractualisation sur ces histoires de légumes. Quand on a on sait à peu près à quel mois on va produire, c'est des plannings de production qui se font un an à l'avance. On est capable d'organiser les choses. Et j'ai le plaisir de présider une association qui fournit de la restauration collective, et notamment une cuisine qui fait 7500 repas à jour sur Rouen. On a contractualisé avec les producteurs de légumes, et derrière, on arrive à les payer 40% de plus que la cotation Rungis. Voilà, ça c'est la réalité. Et on fait ça tout le temps, toute l'année. Alors, sur les histoires de prix, autour de la bonne gestion. Alors, c'est comme n'importe quelle entreprise, une cuisine. Il faut qu'il y ait quelqu'un de très leader pour arriver à faire marcher au mieux toute l'équipe qu'il y a là-dedans, et qu'il n'y ait pas trop de poids mort dans l'équipe. Parce que même dans une cuisine à 25 employés, quand il y en a 2-3 qui tirent dans le mauvais sens, ça donne vraiment une mauvaise ambiance, et derrière, ça donne un coup de repas terrible avec du gâchis, etc. etc. Voilà. Je terminerai sur le repas végétarien. Cette cuisine que j'ai le plaisir de servir, elle a 33% de repas végétariens par jour. Mais elle a 33% de repas végétariens, il y a 10 végétariens. Et le reste, c'est un problème de communautarisme. C'est des gens qui veulent de la viande halal, ou je ne vais pas dire de la viande cachère, parce qu'il y en a très très peu, de la viande halal, et qui n'en ont pas, et qui, par conviction, mangent un repas sans viande. Voilà. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et la réponse politique, je ne connais pas de réponse politique efficace pour répondre à ce problème-là, à cet enjeu-là. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage très intéressant. Qui veut prendre la parole? Éric. Et Alain après. Oui, juste
pour vous dire que la restauration collective favorise, et d'ailleurs, à juste titre, les contrats tripartis. J'en ai présenté un dernièrement au ministre que j'ai envoyé cette semaine. Avec le groupe Pomonac, on a créé vraiment ce contrat tripartite, d'ailleurs, qui fait partie des engagements de la filière interprofessionnelle des fruits et légumes, hein, puisqu'on avait, dans le plan de filière demandé par le ministre, on avait expliqué qu'on voulait plus de 30% de ce type de contrat, voire pour essayer d'avoir une juste rémunération des producteurs et puis de lancer les productions françaises en plus grand nombre. Je rappelle à ce titre que M. Le Foll, pour ne citer que lui, avait mis en place avec les interprofessions les logos français, viande de France, légumes de France, fleurs de France, et on avait fait une étude, ça avait augmenté de 30% la consommation des produits français. Donc, tout n'est pas perdu, je rassure notre président, tout n'est pas perdu de l'Open Agri-Food, tout n'est pas perdu. Je pense qu'on a encore des belles choses à faire. Moi-même, malgré les prix de revient serrés, j'essaye autant que faire se peut dans le budget que j'ai, d'aller vers la production locale. Je pense par exemple à la ferme de Viltin où j'achète tous les yaourts chez la ferme de Viltin. Et ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, mais je peux vous dire que les clients qui vivent aussi en proximité se reconnaissent dans cet acte d'achat et du coup sont hyper contents. Donc, je suis prêt à payer 30 centimes de plus mon yaourt pour avoir ce genre de propos. Effectivement, j'ai moins de recettes, en tout cas, j'ai moins de bénéfices. Mais je rappelle que la restauration collective en France, et c'est une des vertus aussi françaises, c'est une restauration sociale. Et donc, notre enjeu n'est pas tant d'y mettre un bénéfice derrière un acte d'achat ou un acte de vente, mais aussi de faire cet attendu qui est dans cette restauration collective, cet attendu qui fait que peut-être, et c'est peut-être un vrai débat aussi à avoir, peut-être que ce n'est pas une économie d'argent sur les 20% que ça coûte un repas alimentaire, sur une charge d'un repas alimentaire dans une école. 20%, c'est que l'alimentation. Le reste, ce n'est pas de l'alimentation. Donc finalement, la dépense alimentaire ne représente pas grand-chose en termes de charge sur une cantine scolaire. Et donc moi, je préférerais accepter l'idée, et Florence l'avait dit à un moment donné, de dépenser mieux pour avoir moins de soins et moins soigner et moins dépenser sur des soins, c'est-à-dire sur l'obésité, sur le diabète de type 2. Je pense qu'on aurait des vases communicants à créer entre les différents ministères pour faire en sorte qu'on puisse accompagner cette charge, cette surtaxe de prix qui finalement ne représente pas grand-chose. 20% d'une dépense sur une cantine, c'est le prix de l'alimentation. C'est rien. Merci beaucoup, Éric. Alors, il est 19h14. Il nous reste un quart d'heure. Ce que je vous propose, c'est, je tente quelque chose de nouveau ce soir, c'est que vous preniez chacun tour à tour la parole de façon très, très courte pour nous dire pour la pensée la plus importante pour vous par rapport au local. Mais en une ou deux phrases flash, voilà. Ce que je retiens de ce soir ou ce qui est important pour moi dans le local, c'est. Et puis comme ça, on pourra conclure. Et avant, je donne la parole à Alain parce qu'il avait levé la main depuis un moment. Donc, et après, on fait ce petit tour. Voilà, si vous êtes d'accord. Voilà, je passe mon tour je vais prendre la parole et puis après ça suffira. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est toute une affaire de volonté. Tout le monde a la volonté d'acheter français, d'acheter régional, d'acheter local. Tout le monde l'exprime quand il est en famille, quand il est en train de faire des conférences et tout ça. Et ensuite, dans les actes, c'est tous les acteurs qu'il faut voir au travail. Et dans les acteurs, il n'y a pas simplement que l'acheteur. On dit il faut de la pédagogie pour l'acheteur, ok. Mais l'acheteur, quand il choisit en général d'aller acheter soit sur le marché, un petit marché, ou sur une enseigne de grande distribution. Et quand il rentre dans cette enseigne de grande distribution, il y a quelqu'un qui a sa place à installer tous les produits. Et moi, j'ai en tête un supermarché à côté de chez moi où à un moment, j'ai eu envie de prendre mon appareil photo et de prendre en photo toute la partie fruits et légumes. Mais je peux vous dire, il y avait la moitié de la terre qui était là. Hein. C'était globalement, et ce n'était pas que des produits exotiques. Donc en fait, le choix qui est de présenter à des gens, parce que c'est un combat qui est perdu d'avance, on présente des belles choses pas chères,
et on voudrait que les gens aient la volonté d'acheter local en plus cher. Ce n'est pas possible. Donc, quand on fait le choix de mettre sur des rayons, je pense que c'est là où se passe le véritable enjeu. De même, si la restauration collective veut vraiment prioriser, elle peut le faire. Elle le décide, elle le fait. C'est un coût, mais elle le fait. Il faut que les acteurs qui en parlent, il faut qu'ils passent aux actes. Et ensuite, pour moi, celui qui fait le choix en dernier, c'est plutôt c'est l'individu, mais il le fait par rapport à un éventail, une palette qu'on lui offre. On rentre dans un magasin, puis on a des produits, et on choisit, et souvent, effectivement, les gens choisissent le critère financier. Mais c'est quand même fortement influencé par celui qui présente la palette. Merci beaucoup, Alain. On va leur dire. Barbara. Allons-y. Moi, en tant que citoyenne, ce que je retiens, c'est du local, mais complet, donc de savoir vraiment. Et après, en tant que citoyen, qu'on soit aussi cohérent dans ce qu'on veut, dans ce qu'on demande, dans ce qu'on est prêt à accepter, pour justement, là, je rejoins à nouveau M. Gutmann, c'est de créer des écosystèmes qui fonctionnent, parce que le local, c'est ça, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi, comme disait Monsieur le pêcheur, c'est dans les cantines, la dimension sociale, tout ça, le local peut être transversal. Donc, soyons cohérents dans ce qu'on demande, dans les actes, les actions qu'on aura, et qu'on crée de nouveau des écosystèmes complets. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Alexandre. Je fais toutes les petites vignettes. Hein. Parce qu'il faut, c'est rassurer le consommateur. Voilà ce qu'il faut. Et vu qu'Alain, à très juste titre, a dit que parfois il y avait des produits d'importation dans les rayons, malheureusement, c'est ni le producteur qui le décide, c'est aussi la chaîne de grande distribution qui, pour des raisons économiques, a aussi des marges à respecter et autres. Et voilà, donc fait entre guillemets, son travail et fait ce pourquoi elle est arrivée sur notre planète il y a déjà 40 ans en arrière. Donc voilà, il faut rassurer le consommateur pour du local, qu'il y a du produit français. Et en effet, il y a des filières pour ça qui ne sont peut-être pas encore toutes structurées, mais il faut qu'on avance là-dessus parce que moi, je suis partisan d'un étiquetage 100% français qui dise bien ce qui est fait en France et ce qui n'est pas fait en France dans un produit frais, mais un produit transformé surtout, pour qu'on puisse rassurer les gens pour pas qu'ils aient l'impression de se faire berner une fois sur deux quand ils achètent des produits. Donc, du produit français, local, c'est avant tout français, et de saison. Et après, voilà, avec les meilleurs engagements s'il veut, il n'a qu'à regarder toutes les démarches qualité en entreprise présentes sur le marché. Il y en a plus que des timbres-poste, donc il n'y a pas de problème, il trouvera son bonheur. Merci beaucoup, Alexandre. Philippe. Lequel ? D'accord. Juste deux petits mots en réaction tout à l'heure à Mathis. C'est le consommateur quand même qui choisira s'il veut une petite ferme encore dans son secteur. Pourquoi les agriculteurs ont disparu? C'est qu'il n'avait pas forcément le marché ou c'était trop pénible, peut-être une production trop pénible, trop diversifiée, trop complexe. Et maintenant, les agriculteurs veulent quand même un peu de temps pour eux et on ne peut pas revenir à une exploitation qui faisait un peu de viande, un peu de légumes, un peu d'arbres. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a perdu un petit peu. Mais ça veut dire qu'il peut encore y avoir la place dans certaines zones autour des villes pour ce genre d'exploitation, mais effectivement, une exploitation dans une région où il y a moins de consommateurs, c'est plus difficile quand même. Pour consommer et pour être sûr des produits, il y a quand même des boutiques d'agriculteurs qui se sont installées autour des villes. Il y a des boutiques à la ferme où là, on a un contact direct avec l'agriculteur ou ses collaborateurs. C'est une piste aussi qui se développe et qui est bien appréciée par les consommateurs. Et maintenant, il y en a dans toutes les grandes villes, toutes les régions, même dans les plus petites communes, maintenant, on peut en trouver. Voilà. Personnellement, moi, je pense que c'est le local, c'est le français. Je privilégie, j'ai beaucoup de connaissances automatiquement en tant qu'agriculteur de producteurs qui produisent un petit peu de tout, mais à chaque fois que je me déplace en France, j'achète du local où je vais. Et il y a des très bons produits dans toute la France et effectivement, on ne produit pas du reblochon partout, on ne produit pas du Sainte-Maure partout. Et pareil pour les vins, il y a des vins très divers et j'apprécie tous les vins de France. Et les bananes, bien sûr, elles viennent de La Réunion. Ce n'est pas des bananes qui viennent de France. Donc, non, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut mettre tous de la mesure dans nos actes et essayons de faire
tous au mieux comment on peut faire, gaspiller moins. Et ça, c'est important. Quand on achète un peu plus cher, on gaspille moins. Je dis à chaque fois, mais c'est important quand même. Ça a une valeur. Un produit alimentaire, ça a une valeur. Et derrière, il y a de la main-d'œuvre, il y a des humains derrière. Donc, si on le valorise au mieux, on consommera peut-être pas beaucoup plus au niveau de nos porte-monnaie et ça nous permettra d'acheter un petit peu plus cher les produits. Merci beaucoup, Philippe. Arnold? Moi, je voulais tout simplement dire, pour moi, le local, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'origine. Et l'origine, c'est de la valeur donnée au travail de l'agriculteur. Voilà. La marque va donner de la valeur à l'aval, qui peut la redonner éventuellement au producteur. L'origine, le local, c'est comme l'IGP, c'est comme l'AOP, c'est de la valeur pour le producteur. Et donc, c'est un retour direct du consommateur d'argent vers le producteur. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien l'origine et j'aime bien le local. Merci beaucoup. Merci. Philippe Gutzmann? Oui, moi, je voudrais, en synthèse de ce que je disais, prendre un mot. Je pense que l'avenir, si on veut développer ce local, qui pour moi n'est pas national, et c'est plus sur les bassins les bassins de production et de consommation, je pense que le mot qu'on doit mettre en œuvre, c'est celui de collaboration. Tous les acteurs ont cette ambition, plus ou moins affirmée, mais cette ambition de local, on a pas mal parlé de grande distribution, que je connais bien, qui a une ambition aujourd'hui forte sur le local, même si elle est sans doute maladroite, même s'il y a des effets de bord, bien sûr, mais on n'a pas le temps d'en parler. Par contre, c'est extrêmement difficile. Quand on est une grosse machine, comme la grande distribution, de travailler avec le local, malgré les bonnes volontés qu'il y a parfois, c'est compliqué. Parce qu'entre des très gros volumes et des petites unités de production, c'est très compliqué et c'est souvent inefficace. Donc la collaboration, pourquoi? Parce que pour réactiver ou revivifier le local, il faut avoir des capacités d'investissement, il faut avoir de la visibilité, donc il faut construire des contrats qui ne sont pas de la même façon que les grands contrats négociés nationalement. Il faut aussi collaborer entre concurrents, faire de la coopétition. J'ai un exemple la semaine dernière. Quelqu'un qui me dit « je veux développer du local », mais le problème, c'est que pour développer le local, il faut se redéployer des outils de production. Mais l'outil de production, moi, client, je ne peux pas l'assumer seul. Et donc, peut-être qu'avec un concurrent, à deux, on fait le volume qui permet d'installer un outil de production. Et donc, ça veut dire que dans les territoires, on doit réapprendre à se parler, à collaborer pour permettre de reconstruire. C'est un enjeu extraordinaire. Et à mon avis, c'est un clin d'œil, Florence, tous ensemble pour faire mieux. Tout à fait. Tout à fait. Mathis? Ouais, bah du coup, je pense que effectivement, ce qui ressort de ce débat, enfin pour moi, c'est que le local, effectivement, de base, enfin la base, c'est que ce soit français, mais que le local, le plus important aussi, c'est que ce soit au niveau régional, enfin le plus près possible de soi, c'est-à-dire que au niveau français, c'est beaucoup trop vaste. Je pense qu'il faut faire confiance aux gens, aux consommateurs. J'aime pas trop ce mot, mais voilà. Enfin, j'ai l'impression que maintenant il y a de plus en plus d'effectivement de magasins de producteurs qui se développent et que ça fonctionne. Enfin, que les gens vont quand même et que ça intéresse les gens, qu'il y a une demande. Donc il faut faire confiance aux gens, mais derrière il faut que au niveau politique, au niveau économique, il faut que toutes ces démarches soient encouragées. Et donc, c'est très important aussi qu'il y ait vraiment une dynamique qui soit mise en place et pas juste qu'on attende que ce soit le consommateur, la demande du consommateur qui soit vraiment trop forte. Et puis, bah, aussi, par contre, il faut faire attention, à la question de la justice sociale. Enfin, effectivement, on l'a vu, par exemple, si c'est des petites exploitations, c'est forcément plus cher. Et donc, il est important aussi que tout le monde puisse s'offrir de l'alimentation locale et pas seulement les personnes les plus aisées. Et voilà, il y a plusieurs idées qui étaient ressorties, les chèques alimentaires, etc. Moi, là, je sais que l'année prochaine, je serai étudiant et que je n'aurai pas forcément les moyens d'acheter local, alors que j'ai vraiment envie d'acheter local. Mais il faut aussi penser aux personnes qui n'ont pas les moyens. Il faut faire en sorte que tout le monde puisse acheter local. Merci beaucoup, Mathis. Merci. Il nous reste Sophie et puis on donnera le mot de la fin, Emmanuel. Alors moi, je voudrais juste redire 3 phrases en fait qui m'ont marquée, donc je vais plagier un peu ce qui a été dit. Il faut rééduquer le consommateur, il faut différencier le local et l'artisanal, et le problème, c'est la communication. Et donc je pense que si on travaille sur les 3, on peut faire de grandes choses. Bravo, merci beaucoup, Sophie, merci.
Emmanuel, je te laisse conclure. Oui, enfin, conclure, c'est avec la richesse de ce qui a été prononcé, je pense que c'est encore une démonstration que l'intelligence collective, c'est quand même un monde fabuleux. Bon, moi, je dirais que le local, d'abord, il est français. Je pense que ça a été dit de nombreuses fois, parce que je pense que c'est important. Le local, c'est le bon sens. Et c'est le bon sens par l'intelligence collective. On en a beaucoup parlé. C'est un moment de faire les choses au moment où la nature nous dit de les faire et nous dit de les consommer. C'est comme ça que les anciens apprenaient à manger et à faire de la confiture quand il y avait des fruits et à la manger à d'autres moments, etc. C'est l'éducation, ça vient d'être redit par rapport à ça. Et puis je vais aller plus loin en disant que le local, c'est un enjeu de société avec un grand S. C'est finalement la qualité de ce qu'on a envie, de comment on a envie de s'alimenter, comment on a envie de vieillir. Eric disait tout à l'heure, et je pense que c'est en train de pénétrer, que les gens font de plus en plus la relation entre la qualité de leur alimentation et puis derrière le fait d'être moins soigné, même des groupes extrêmement importants comme la G2R sont maintenant beaucoup sur les notions de préventif en faisant cette relation. C'est aussi un enjeu de société sur la façon dont on veut éduquer nos enfants, dont on veut vieillir, etc. Et si on n'a plus d'activité économique sur les territoires et dans notre pays, eh bien, on pleurera effectivement sur ces vestiges-là. C'est aussi, je pense, le local, la garantie de maintenir la biodiversité sur nos territoires. Les producteurs, les agriculteurs sont les sentinelles de notre environnement et entretiennent cet environnement, même s'il y a eu des erreurs qui ont été commises par rapport à ce qui a pu se passer, mais qui étaient des erreurs finalement qui correspondaient à des périodes où on demandait d'autres choses. Et ça, il faut bien qu'on l'ait en tête, c'est que ce qui se joue en ce moment, ne serait-ce que les transmissions, par des fois les désengagements. Je ne sais pas si vous avez, ceux qui habitent en Alsace ont vu que Knorr quittait la France pour aller faire des soupes en Pologne. Il y aura toujours des soupes Knorr dans nos magasins, sauf qu'elles seront polonaises au lieu d'être françaises. Et pour des questions effectivement on l'a déjà dit, de coût du travail, de fiscalité, etc. par rapport à ça. Donc, il faut bien avoir en tête que tout ça, c'est très lié et que si demain, on n'a plus de production locale, on n'a plus d'agriculteurs, on n'aura plus de biodiversité, on n'aura plus d'entretien. Moi, je sais aussi que des fois, pour que quelques centimes qu'on va redonner sur un litre de lait ou sur 1 kilo, on redonne une reconnaissance et un niaque aux gens qui se posent des questions de comment c'était fait avant, est-ce qu'il faut remettre des haies, est-ce qu'il faut remettre des trackers solaires, etc. Donc voilà, donc ça c'est le bon côté. Puis j'ai mis un mais. Mais on est dans une période quand même qui est très compliquée. On est dans une période de précarité. Mathis disait tout à l'heure, et je le rejoins, et puis Eric le sait, oui, il faut que dans nos maisons de retraite, dans nos hôpitaux, dans nos écoles, etc., il y ait une alimentation locale de proximité. Mais quand on dit à un moment, il faut faire tout ça à moins de 2 euros, il y a un moment, il y a une équation qu'on ne sait pas résoudre. Et donc, cette équation du coût, elle est extrêmement importante. Et je redis que finalement, moi, vous savez, je suis un fanat de développement durable et d'économie. Je dis que tout tourne sur l'économique. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, si on pense et on monte des systèmes qui ne sont pas viables économiquement, ils ne seront pas durables. Et donc, il faut se reposer vraiment la question de comment se composent les prix de nos produits, de cette fiscalité qui nous pollue et je ne dis pas qu'il faut plus rien faire, mais par exemple, vous voyez, demain, on a lutté, et je ne comprends pas qu'on ait pu faire une connerie pareille sur la mise en place de l'écotaxe, mais l'écotaxe, elle aurait révolutionné parce qu'elle aurait remis du sens. Le cochon breton qui va se faire tuer en Pologne pour être traité en Espagne pour des coûts de production. Si on avait eu un coût de transport qui est le transport normal par rapport à ça, toutes ces conneries-là, on en aurait éliminé un paquet. Et je pense que le message qui est à faire passer, puisqu'on va passer sur quelque chose de 2022-2027, c'est qu'il faut vraiment qu'on se pose la question de comment aujourd'hui doit être mise en place notre fiscalité. Et cette fiscalité, elle sert au bien commun. Elle sert à mettre des hôpitaux, elle sert à mettre des écoles, elle sert à mettre des routes, elle sert à mettre un certain nombre de choses qui sont utiles et qui sont importantes. Donc, il ne faut pas penser qu'on va faire en enlevant une charge au niveau des entreprises et en disant il ne se passe plus rien, etc. Mais il faut vraiment qu'on allège ça. Sinon, comme j'aime bien cette phrase d'Eric, voilà, on consommera ce qu'on nous interdit de produire, mais sauf que c'est ceux d'à côté qui le feront. Vous voyez, nous, on n'a pas de ferme de 1000 vaches et je pense que c'est bien de le faire comme ça, sauf que les fermes de 1000 vaches, elles sont à 10 km de la frontière française, côté allemand ou côté belge. Et donc, demain, s'il y a besoin de lait, ils peuvent attaquer le marché français du jour au lendemain et venir envahir effectivement nos linéaires.
voilà, donc c'est tout cet enjeu du local, il est pour moi très global et puis c'est un véritable enjeu de société pour nous, nos entreprises, les nouvelles générations, les citoyens français, etc. C'est vraiment là que se jouent les choses. Donc continuons à acheter français. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci bien. Je donne la parole à Simon pour donner quelques informations aux gens qui sont sur Facebook. Et je vous remercie tous du fond du cœur pour votre présence et pour les propos que vous avez tenus qui étaient extrêmement intéressants et qui nous permettent à tous d'avancer pour avoir une belle filière résiliente et performante. Simon, à toi. Merci Florence. Non, je voulais juste dire à toutes les personnes du chat Facebook que vous pouvez bien sûr devenir un aliment engagé. On a déjà 2 nouveaux aliments engagés qui sont inscrits sur notre Google Form. Donc, n'hésitez pas à faire de même si vous voulez participer. Pour tout le monde, je vous donne rendez-vous le jeudi 20 mai à 18 h pour parler de l'assiette carbone. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vraiment comment diminuer mon impact écologique avec mon assiette. Donc voilà, ça sera le prochain rendez-vous qui sera donc le 20 mai. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et au 20 mai alors. Bonne soirée. Merci.